Merci Anaïs Michel pour ces mots d'introduction. Merci Amélie Perrier également de m'avoir invité, parce que dans les propos que nous avons échangés juste quelques minutes avant ce début de conférence, on s'est rendu compte qu'on partageait certainement la même approche de l'univers, certes de la technologie, qui est souvent considérée peut-être, et je pense à tort, comme peut-être un peu dépréciée, en tout cas pas suffisamment valorisée, et de le mettre en lien avec des préoccupations un peu plus vastes, peut-être, dans des grandes problématiques qui touchent à l'archéologie, au patrimoine culturel en général, moi, me touche très profondément, parce que, comme vous l'avez peut-être un peu compris avec les mots d'Anaïs Michel, je suis de formation de physique appliquée, je ne suis pas un théoricien, et je me dis que parfois je fais beaucoup plus de chimie analytique que de physique appliquée, mais quelle est la différence? Alors, ce n'est pas tout à fait le propos aujourd'hui. Et au final, comme le rappelait Anaïs aussi, je retrouve avec une autre casquette finalement depuis 2 ans, donc l'équipe d'Archéovision, dont je vais vous dire quelques mots. Alors, à l'invitation d'Amélie, j'ai répondu très très positivement, parce qu'il se trouve qu'on partage aussi notre présence dans une UMR qui s'appelle IRAMAT, l'Institut de recherche sur les archéomatériaux, qui se trouve être une UMR multisite, dont un site est à Orléans, un autre est à Bordeaux. Et l'histoire nous dira si ça continue ou pas. Aujourd'hui, l'idée, c'était de vous présenter quelques innovations. Et quand je dis quelques innovations, il me semblait utile de vous donner quelques spots, des exemples surtout d'applications, parce que je ne vous connais pas, le public, on le sait, a toujours des intérêts très particuliers. J'ai cru comprendre qu'il y avait des géologues parmi vous, des archéologues très certainement, et puis des historiens, j'en doute pas, et puis aussi, de manière générale, des gens intéressés de toute façon par les choses du patrimoine. Alors, vous avez peut-être des connaissances en archéométrie. Je me permettrai de faire des présentations très brèves là-dessus, parce qu'on ne fait pas une conférence de physique aujourd'hui. Et donc, je me permets de rentrer directement dans le vif du sujet par quelques-unes des applications dont l'équipe dont j'ai la chance d'être le directeur, le Centre de recherche en physique appliquée à l'archéologie, a été producteur, comme vous l'avez entendu, il y a quelques instants. Alors, tout d'abord, sur le site de Bordeaux, nous sommes hébergés dans une maison de l'archéologie, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette maison, dans laquelle 3 équipes sont installées donc dans les locaux de l'Université Bordeaux-Montaigne. Nos voisins d'Ozonus, qui sont des archéologues, historiens, philologues, et pour lesquels nous partageons des intérêts, notamment en termes de publication. C'était aussi des échanges brefs que nous avions avec Amélie et son collègue aussi responsable des publications ici. Et donc, nos voisins d'Ozonus, et puis le laboratoire IRAMAT CRP2A, une cinquantaine de personnes, la moitié en titulaire et la moitié en CDD, vous savez, ce mot un peu bizarre, dont on a du mal à donner un côté un peu pérenne dans les temps qui courent. Et puis l'équipe d'Archéovision, une équipe plus récente qui constitue qui se rassemble avec une douzaine de personnes, qui s'est spécialisée dans le domaine de la 3D. Alors, mon propos sur cette première partie, puisque j'ai un temps limité, je ne veux pas non plus vous occuper trop, c'est de faire un focus, comme je le disais, sur quelques applications pour vous montrer qu'il y a des choses que l'on sait, puis peut-être d'autres que l'on ne sait pas et sur lesquelles certains chercheurs, comme les gens de mon équipe, peuvent être amenés à réfléchir. C'est par exemple, et c'était un des mots prononcés par Anaïs, la cathodoluminescence. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, peut-être, peut-être pas. Je vous propose d'en dire un mot et peut-être aussi de montrer à quoi ça peut servir pour l'archéologie. Ou alors de luminescence stimulée optiquement, on parle d'OSL parce que souvent les acronymes ont des formules anglo-saxonnes, donc pour Optically Stimulated Luminescence. D'ailleurs, et si certains souhaitent que je glisse quelques mots, et vous allez voir, la plupart de mes diapos sont en anglais, ça peut peut-être vous être plus facile, mais je ne sais pas exactement si tout le monde me comprend bien ce soir. Ça marche? Donc en tout cas, je pourrais, si vous le souhaitez, faire des versions en langue anglaise. Et puis une autre grande méthode, la spectrométrie de masse après ablation laser. Et là, vous verrez une petite démo qui a été proposée par un de mes anciens étudiants qui est en poste aujourd'hui dans une université en Australie et qui nous montrera que ça peut servir parce que ça permet d'analyser beaucoup d'éléments chimiques. Et que ça peut être utile, à condition de bien traiter les données. De la même manière, Anaïs a mentionné une des publications récentes de notre équipe, mise en œuvre notamment par une collègue ingénieure, Isabelle Pianet, spécialiste de résonance magnétique nucléaire. Alors, ce sont aussi en général des acronymes qui peuvent fâcher en première lecture, mais on va voir que maîtrisés par des grands experts, ça peut être très très intéressant, par exemple pour regarder
des marbres. Et les marbres, je sais que ça peut vous intéresser. Et puis d'autres technologies qui sont en cours de développement, mais qui sont déjà utilisées dans pas mal d'autres disciplines, comme par exemple ces spectroscopies de lumière émises dans des plasmas qui sont obtenus sous des faisceaux laser. Les lasers, ce sont là aussi, c'est tout un monde qui a été rendu possible depuis quelque temps. Vous êtes certainement connaissant de ce qu'on appelle la spectrométrie Raman. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'IPS. Et puis un autre monde tout à fait fabuleux, celui de l'imagerie hyperspectrale, HISI, ce monde qui, lui, nous permet de regarder les couleurs pour les interpréter sans jamais les toucher. Et là, ça devient très intéressant parce qu'on est aussi dans notre équipe en réflexion un peu permanente, mais pas que dans notre équipe, dans tout ce monde de l'archéométrie, sur c'est très bien de pouvoir analyser, mais si possible, sans prélever, c'est mieux. Or, parfois, ce n'est pas possible, mais parfois, ça le devient. Il nous appartient aussi de développer certaines choses. Donc, je vais aller assez vite sur certaines diapos parce qu'elles n'ont pas un grand intérêt, mais je vous proposerai plutôt quelques réflexions sur d'autres. Alors, un fond d'écran, pour nous dire quoi? Pour nous dire que il y a plein de choses dont vous avez déjà entendu parler, mais je ne vais pas vous abrutir de tout ça. Rassurez-vous, les microscopies optiques, les microscopies électroniques, les spectroscopies Raman, on vient d'en parler, diffraction X, fluorescence X, tout ça, normalement vous en avez déjà un petit peu entendu parler. Ou en gros, vous savez que ça peut servir à quelque chose, si je peux me permettre. Et puis, de l'autre côté, tiens, d'ailleurs, j'ai fait apparaître un nouveau mot, mais ça, c'est pas un nouveau mot, parce qu'il existe depuis tellement longtemps, vous savez, il paraît que les maths, ça sert à quelque chose. Il y a des statisticiens qui en ont développé énormément de choses, et les traitements de données en sont la preuve. Et puis, d'autres choses un peu nouvelles qui vont nous montrer des choses tout à fait performantes, par exemple, ce qu'on appelle les microscopies électroniques environnementales, c'est-à-dire quand on utilise ces grands microscopes sans même recouvrir le matériau d'une substance conductrice, par exemple, et pratiquement en positionnant des objets analysés à pression atmosphérique, c'est-à-dire pratiquement des tissus humains. On pourrait presque, et on le fait, ça se fait dans le monde médical. Mais on peut en avoir aussi un intérêt pour étudier quoi? De la matière organique, si tant est qu'elle soit encore présente. Et puis d'autres choses, ça c'est des microscopes en transmission, je n'en développerai pas aujourd'hui. L'IPS, j'en ai un petit peu dit deux mots avec ces petits lasers qui font des micro-trous, qui ont des sections de l'ordre du diamètre d'un cheveu. Un diamètre de cheveu, vous savez combien ça mesure à peu près? 100-200 microns, le diamètre. 100-200 microns, si vous faites un trou ici avec un laser, vous ne le verrez pas. Parce que votre œil, il est juste à la limite de sa résolution. Donc vous voyez qu'on peut avoir aussi des techniques qui sont dites micro-invasives. Alors est-ce qu'elles peuvent nous amener des informations? Peut-être. Et puis d'autres technologies qui vont nous amener vers d'autres domaines, comme l'usage d'ondes qui ne sont même pas des infrarouges, même pas des ondes hertziennes, ah si, des ondes hertziennes, oui, mais dont on n'a jamais entendu parler, et qui vont bientôt arriver dans nos aéroports quand elles vont remplacer tous les scanners utilisant les rayons X pour regarder ce qui se passe dans vos valises. Puis je dirais un tout petit mot sur les rayonnements disynchrotrons. Vous savez, les physiciens, ils adorent une chose, c'est pour étudier des objets très très petits, il faut beaucoup d'énergie. Et pour avoir beaucoup d'énergie, il faut des systèmes extrêmement vastes, larges, imposants. C'est ce qui existe dans ce qu'on appelle les centres comme celui qui existe à l'ESRF à Grenoble, ou encore celui qui existe à Paris, tout près de Paris, dans la banlieue sud, sur le plateau de Saclay, nommé Soleil. On en dira un mot. Donc je continue, et puis l'imagerie hyperspectrale. Alors, cathodoluminescence, je vous ai dit tout à l'heure. Luminescence, ça vous parle. C'est une lumière froide. Ce n'est pas comme celle du Soleil. C'est une lumière qui va provenir des matériaux eux-mêmes, mais qui va être provoquée par une source cathodo, on entend par cathodique, on entend électron. Ça a été développé il y a de nombreuses années, et d'ailleurs vous en avez forcément entendu parler parce qu'un jour vous avez eu peut-être ce genre d'écran, vous, ou vos parents peut-être, ou vos grands-parents. Dans les années 30, quand les téléviseurs, les premiers existaient, il y avait, vous en souviendrez peut-être, parce que c'était vrai pour les écrans d'ordinateur aussi, avant qu'ils ne soient tous ultra plats comme cela, vous avez une partie énorme à l'arrière qui était constituée de ce tube cathodique qui envoyait des électrons de haute énergie sur une partie de l'écran qui était recouverte de luminophores. Et de l'autre côté, vous observateurs, vous aviez une lumière bleue, verte et rouge qui, balayant très très vite, vous donnait une image appréciable. Au début d'ailleurs c'était que du noir et blanc, et puis c'est devenu de la couleur. Alors les physiciens et surtout les géologues du BRJM notamment ont
trouvé que cette façon de regarder les objets pouvait être utile, envoyer des électrons sur des minéraux, par exemple, inclus dans des poteries, dans des céramiques, dans des matériaux, des terres cuites chauffées. Et en quoi ça pouvait être utile? Eh bien, si on les regardait, vous voyez, à travers un microscope, en faisant de belles photographies avec ici mon système d'électrons que je propulse sur mon échantillon qui est rendu plan ici, je vais enregistrer des photos qui illustrent la présence de marqueurs chimiques dans les minéraux, de marqueurs chimiques, c'est-à-dire des atomes qui ne sont pas attendus là où théoriquement on les a. Par exemple, dans certaines poteries, vous avez des grains de quartz, des grains de feldspath, des grains de calcite. Eh bien, la calcite, CaCO3, c'est la formule chimique. Eh bien, si elle voit le manganèse se substituer plutôt le calcium, eh bien, ça va constituer une impureté chimique. Et en quoi elle va nous intéresser? Mais c'est que ça va peut-être constituer un marqueur de provenance de la matière qui a pu servir à la fabrication d'une poterie. Et ces choses-là, nous les avons développées, y compris sur des roches. Des roches de quelle nature? Des grès quartzeux. Je vous donne un seul exemple, c'est celui de ces colosses de même nom, quelque part ici en Haute-Égypte, pour lesquels on a eu l'occasion d'avoir un échantillon qui a été observé en microscopie optique, en microscopie dite de polarisation, en pétrographie, on a vu que c'était des grains de quartz. C'est l'approche classique de tout bon géologue et que nous respectons complètement, et pour lequel au microscope électronique à balayage on ne voyait pas grand-chose, si ce n'est quelques présences d'atomes de fer, ici représentés en blanc. Et au milieu de ces grains de quartz, ici à luminescence violette et orange, on a vu apparaître, parce qu'il était très particulier et d'une taille micrométrique, comme vous le voyez, un grain de zircon ZR SiO4. Et quand on a comparé des échantillons prélevés dans des carrières supposées de la provenance de ces colosses, des pierres monolithes des colosses de Manon, on s'est rendu compte que ça venait des carrières du nord de l'Égypte, parce qu'elles présentaient les mêmes marqueurs. Donc un minéral identifié grâce à quoi? Grâce à sa cathodoluminescence. Et de manière très rapide. Ça, c'est une pierre qui a été découpée, elle n'est même pas en lame mince, la lame mince du géologue, faite pour de la biologie, qui est parfaite, qui demande quand même un savoir. Et ici, on n'en a pas besoin parce qu'on a juste coupé une surface qu'on a polie. On n'a pas eu besoin d'avoir une lame très mince. Et on a repéré des marqueurs de manière assez aisée. Céramique, j'en disais un mot. Sur de la poterie, ici, du néolithique du Soudan, vous voyez ce type d'échantillon que l'on va pouvoir obtenir. Regardez là, les deux images de luminescence qui clairement vont permettre de dire qu'elles ne se ressemblent pas. Deux groupes sont identifiés, simplement sans savoir même quelle est la nature des composants. Je vous dis, il y a deux groupes. Alors évidemment, on a mis ça en parallèle avec des études pétro pour s'assurer qu'on ne disait pas n'importe quoi. Et ce fut confirmé. Ou bien encore cette série de 3 échantillons des périodes halafiennes, c'était avec un programme avec Olivier Rouault, professeur d'archéologie à Lyon 2, et qui s'intéressait aux transitions entre le Halaf et le Bédien. On est quelque part entre 5800 before Christ, vous voyez, quelque part par là. Et là, regardez là les échantillons en lumière visible, ceux-ci se ressemblent, on va dire. Les mêmes surfaces sous le faisceau des électrons montrent clairement qu'elles ne se ressemblent pas. Alors, provenance différente, fabrication différente, température de cuisson différente, ce sont des questions après que l'on peut creuser, souvent en complément avec d'autres méthodes d'analyse. Quant au dernier, vous voyez bien que même si c'est le plus récent, c'est peut-être le plus grossier, si je peux me permettre. Je vais assez vite sur tout ça. Donc, autre façon de regarder les choses, je vais vous parler de statistiques. Nous avons implémenté des techniques issues de ce qu'on appelle la chimiométrie, donc des traitements de données qui font parler des données qui ne se ressemblent pas. Et là, c'est quelque chose où on fait travailler donc, les statisticiens qui vont nous donner des comparaisons entre des informations obtenues, par exemple, sur cette série d'échantillons céramiques provenant du nord du Pérou, de la civilisation dite Mochica, pour lequel nous avons également réalisé des lames, pour lesquelles nous allons obtenir de la luminescence, de la photographie, que nous avons récupéré en termes de données de base, les raw data, avec un histogramme, tout bête. Je n'ai même pas besoin d'un spectromètre ici. Ça, sur votre caméra, y compris sur votre téléphone, vous avez la même chose. Et en travaillant les données sur ces histogrammes, eh bien, nous avons pu créer et trouver, former les groupes que je vous ai montrés précédemment. Alors voici un travail, à partir d'un certain nombre d'images, qui va nous permettre de trouver avec ce dendrogramme l'existence de 3 groupes, là où la pétrographie n'en voyait que 2.
la question sera de discuter avec l'archéologue si ça devient pertinent ou pas, etc., etc. Je vous montre là un outil. Une autre problématique qui va nous amener sur d'autres usages de techniques et quelques innovations avec ces microscopes dits environnementaux dont j'ai un petit peu parlé. Voilà, une des grandes questions qui nous préoccupe, Anaïs Michel l'a rappelé tout à l'heure, c'est la question de la taphonomie des parois des grottes ornées. Alors qu'un groupe de préhistoriens, de géoarchéologues, de conservateurs, de physiciens et de chimistes, de minéralogistes, nous sommes sur ce travail depuis plus d'une douzaine, une quinzaine d'années maintenant. Parce qu'il y a des préoccupations d'ordre concrétionnement. C'est les zones qui apparaissent ici en blanc qui ont été révélées dans la plupart des grottes de la préhistoire de la vallée de la Vézère. Vous savez, cette vallée qui est classée UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité, donc dans lesquelles se trouve par exemple la grotte de Lascaux, mais il n'y a pas qu'elle qui est atteinte de pas mal de maladies, on en a déjà beaucoup parlé pour Lascaux, mais de nouvelles formes de concrétionnement apparaissent donc, sous ces formes blanchâtres qui ont été identifiées un peu rapidement comme étant un voile de calcite. Voile de calcite, bon, quand on me dit voile de calcite, je veux en avoir la preuve et je veux savoir un peu plus loin. Alors on a eu la chance d'étudier une grotte à proximité de celle de Lascaux, dans laquelle un concrétionnement similaire existe. Nous avons une chance extraordinaire, parce que cette grotte que nous avons baptisée, une grotte laboratoire, elle est complètement instrumentée et nous permet d'avoir des informations de tout ordre. Par exemple, température, humidité, présence de gaz carbonique, mesure de la vitesse de la circulation de l'air. Et en plus, les physiciens et les chimistes sont venus faire des prélèvements dans cette grotte parce que nous avons repéré une formation qui pouvait ressembler à ce voile blanc que je viens d'évoquer. Et quand on la regarde un peu plus près au microscope électronique, elle se présente sous la forme d'agrégats enchevêtrés de petites aiguilles de calcite. Calcite, c'est ACO3 que j'évoquais tout à l'heure. Vous les voyez ici au microscope environnemental, environnemental. Et vous le voyez ici, ces aiguilles sont extrêmement fines, elles mesurent entre 2-3 micromètres de diamètre et elles font 10 à 100 micromètres de long. Et quand on regarde ce que l'on voit apparaître ici dans des prélèvements qui sont censés être dans des tiroirs de laboratoire qui proviendraient de Lascaux, on voit que c'est à peu près la même chose. Nous sommes allés un petit peu plus loin et nous sommes aujourd'hui en train d'étudier les causes de l'apparition de ces concrétionnements, et y compris leur évolution, voire leur datation. Donc, nous avons lancé des programmes de recherche depuis les 3-4 dernières années. Nous sommes en cours d'étude, donc je ne peux pas non plus tout dévoiler, mais en particulier dans une autre des grottes, celle de Rouffignac, nous avons repéré une formation de ce type qui est ici montrée en microscopie avec un microscope électronique à effet de champ et qui nous montre avec une résolution tout à fait extraordinaire, et si on éteignait ici les lumières de la salle, on verrait la qualité de cette image, mais à ce stade, je pense que tout le monde se rend compte de quoi. C'est que vous voyez que l'échelle indique un micromètre ici, vous voyez que ce réseau filamentaire montre bien qu'on est quelque part de l'ordre du centième du micron, donc quelque part pas très loin des nanomètres. Donc on est vraiment avec des outils qui nous permettent d'observer des choses tout à fait fabuleuses et qui, quand on va voir le microbiologiste, en l'occurrence des collègues de l'université de Évora avec lesquels nous continuons de travailler, eh bien, ils nous définissent, ils sont capables de nous dire qu'il s'agit d'une actinobactérie, au moins dans la grotte de Rouffignac. Alors aujourd'hui, par rapport au programme dont je parlais, celle de la grotte laboratoire, de la grotte laboratoire, dont on voit ici un exemple et aujourd'hui docteur Léna Bassel qui est en train de faire une mesure avec un microspectromètre Raman. Vous voyez, les zones d'altération, on les retrouve ici. Et là, nous avons donc, par exemple, là, des échantillons que nous avons prélevés. Alors celui-ci est centimétrique. Comme je vous le disais, en endroit, on peut tout faire. Alors cette grotte-là, elle est très très importante pour nous parce qu'on va la voir ressurgir dans la deuxième partie de mon exposé sur les questions de base de données en 3 dimensions. Ce qui est important, c'est de voir que nous sommes en train d'acquérir énormément de données depuis de nombreuses années déjà. Alors, une petite parenthèse pour signaler l'usage de ces spectromètres Raman. Vous voyez ici, celui-ci est plutôt utilisé dans le monde de la pharmacie. Alors, on essaie de le dévoyer un petit peu pour voir s'il peut nous apporter des informations. Les spectromètres Raman, ce sont des faisceaux laser absolument non invasifs. Ceux-ci ne font pas de trous, comme le LIPS dont je vous parlais tout à l'heure. Ils ont un avantage énorme, c'est que les spectres Raman qui sont obtenus sur des spots qui sont de l'ordre du micromètre, surtout si c'est avec un microscope optique, parce que vous avez des équipements de laboratoire, et puis vous en avez qui sont extrêmement portables comme celui-ci,
eh bien, sont donc non invasives complètement. Mais il faut avoir la bonne base de données référente pour pouvoir dire j'identifie telle structure minérale ou telle structure moléculaire organique aussi. Allez, un petit spot maintenant sur les méthodes de datation. J'ai dit on pouvait dater ces concrétionnements, on a fait des essais avec des méthodes uranium-thorium en particulier. Mais là, je voudrais juste vous montrer quelques développements de ce qui est utilisé, toujours à partir de ce phénomène de la luminescence, alors que nous connaissons bien dans le laboratoire de Bordeaux, d'où je viens. Et en particulier, vous avez entendu parler certainement de thermoluminescence. Je ne veux pas trop vous embêter avec ça, mais vous dire un mot sur un autre développement qui apparaît lorsque, au lieu de chauffer, eh bien, nous stimulons avec de la lumière. De la lumière comme par exemple celle qui est donnée par des LED, des Light Emitting Diodes, ou des petits lasers. Voilà, soit un petit feu, mais l'Optically Stimulated Luminescence, on va voir de quoi il s'agit. En deux mots, pour ceux qui éventuellement auraient envie de savoir ce que la thermoluminescence peut faire en matière de datation, quand je prends un grain de quartz, celui que je vais retrouver dans ma poterie par exemple, on va prendre cet exemple, il est simple. Vous voyez ce cristal de quartz ici, en réalité à l'échelle atomique, eh bien rien n'est parfait et on le sait, il y a plein de défauts dits de structure dans la matière. C'est-à-dire des défauts où on voit que tous les atomes ne se ressemblent pas, on voit que celui-ci est un peu glissé, celui-ci il est orangé alors que tous les autres sont verts et gris, etc. Donc il y a des défauts, des impuretés chimiques ou des défauts de structure, de mode de construction si vous voulez. Pour nous ils sont extrêmement intéressants parce qu'ils deviennent ce qu'on appelle des pièges. Des pièges à quoi? Des pièges à électrons. Alors, des pièges à électrons, mais d'où viennent les électrons? Les électrons viennent de la radioactivité naturelle environnante. Vous savez, celle qu'il y a dans le potassium, qui est contenu là dans ces murs, par exemple. Mais pas que, hein. Si c'est au sol, si vous allez dehors, vous allez avoir de l'uranium, du thorium et du potassium. Alors en dose extrêmement basse et faible, bien entendu. Vous ne les détecterez pas, vous, mais nous, on pourrait le faire. Et ces radioéléments vont rendre mobiles des électrons qui vont se faire piéger dans les défauts du quartz. Et alors pour ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on a une petite illustration qui montre les pièges, par exemple comme ça. Et puis nos électrons qui, à cause de la radioactivité, vont se faire piéger, c'est le cas de le dire, dans les défauts des matériaux. Il y a un élément très important, c'est que le petit grain de quartz qu'on va retrouver dans la poterie d'il y a longtemps, la poterie ancienne, qui a servi à la fabrication de tel objet, eh bien il va devenir un élément que l'on va pouvoir suivre du point de vue de l'âge de la poterie, ou plus exactement de ce chauffage qui a été indispensable pour pouvoir solidifier l'objet et le rendre utilisable. Et puis un jour, on va le retrouver en fouille, vous allez l'amener sous votre microscope, et puis éventuellement, on va venir prélever pour pouvoir faire des mesures. Le principe, il est le suivant. Je vais très vite, parce qu'après, celui de la luminescence stimulée optiquement, c'est le même. Alors je vais vite. Ici, vous avez une dose de radioactivité, on va dire, accumulée depuis les temps anciens, depuis que le grain de quartz est sorti de son volcan, si je peux me permettre. Au moment du chauffage, eh bien, il y a un phénomène tout à fait étonnant. Tous les électrons vont recevoir de l'énergie qui va leur permettre de sortir de ces pièges. C'est l'instant zéro. Je vais donc dater le dernier chauffage. Pourquoi? Parce qu'après, quand la poterie est cassée et perdue et recouverte de sédiments, eh bien, de nouveau, la radioactivité qui elle est toujours présente va faire en sorte que les électrons vont revenir peupler les pièges. Sauf que là, à la fin de ce processus, quand l'objet est découvert, que je l'amène au laboratoire, moi je peux rechauffer, je mesure de la luminescence qui est proportionnelle à la dose archéologique cette fois. Et là, ça y est, j'ai mon marquage, j'ai la dose archéologique. Alors après, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le terrain, j'amène ce qu'on appelle un dosimètre, c'est-à-dire un petit minéral que je connais bien, que j'ai fabriqué, qui est capable de mesurer la radioactivité pendant un an. Alors je l'amène sur le site, l'année d'après je viens le chercher, et pendant un an je sais ce qu'il a mesuré. Donc je divise la dose archéologique totale par la dose annuelle, et j'ai l'âge de la poterie. Vous avez le principe. Autre élément très très intéressant qui a été mis en évidence par de nombreux chercheurs au Canada, en Grèce aussi, en France, en Angleterre, c'est le fait que certains grains de sable peuvent voir disparaître leur mémoire géologique grâce ou à cause, comme vous voulez, du soleil, de la lumière du soleil, qui va permettre à tous les petits électrons que je représentais tout à l'heure de s'échapper, autrement dit l'instant zéro.
Alors ça devient très très intéressant, parce que, donc j'ai le même principe, hein, c'est le soleil qui va effacer, et puis je vais faire ma mesure, et bon, je passe sur ces schémas qui sont tous à peu près identiques, mais ça va nous permettre par exemple de dater quoi? Les mortiers, qui contiennent des grains de sable, par exemple des quartz. Il n'y a pas que les quartz, mais les quartz sont préférentiellement notre intérêt. Et le mortier, on en trouve à peu près partout, dans des assemblages, en archéologie du bâti, et je pense que c'est un peu le cas en Grèce. Vous êtes peut-être confrontés à ce genre de choses. Alors, pourquoi on dit un mot sur la luminescence qui pourrait intéresser donc la datation des mortiers? Tout simplement parce que le carbone 14, qui est souvent la méthode annoncée en un premier temps, ici, souffre de nombreux biais. Donc ça pose de nombreux problèmes. Des échanges avec l'atmosphère notamment, qui font que les carbone 14 radioactifs ne sont plus dans les quantités théoriquement attendues. Donc on a des biais énormes, des erreurs, des grosses incertitudes. Alors qu'avec notre méthode qui commence à être de plus en plus en routine, nous avons défini, et là on rentre dans des aspects hyper techniques, une approche non pas multigrain qui était un peu complexe, difficile à mettre en œuvre, mais une approche single grain, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher grain par grain et de lire la luminescence de chaque grain, et ensuite d'en faire une moyenne, et là de dire, oui, voilà l'âge OSL du grain de quartz contenu dans le mortier. Alors, une remarque tout de suite, vous allez dire, mais quelle précision? Les méthodes de la luminescence sont de l'ordre de 5% au mieux. Ça peut aller jusqu'à 10%, vous allez dire, c'est pas forcément génial. Sauf que, quand ça ne marche pas avec le carbone 14 et quand on n'a rien d'autre, et qu'on a des problèmes de réemploi, par exemple, eh bien, ça devient quelque chose de particulièrement pertinent. Ou alors sur des temps très très anciens, préhistoire. Et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de méthodes qui vont très très loin. Le carbone 14, il s'arrête à 45 ou 50 000 ans, au mieux avec les accélérateurs. Mais après, il faut aller chercher d'autres méthodes comme l'uranium-thorium pour aller encore plus loin. Alors la difficulté, alors quelques exemples, bon je passe parce que simplement pour dire qu'on sait que ça fonctionne et que vous voyez qu'on est toujours dans des incertitudes de l'ordre de 5 à 10%, mais sur pas mal d'édifices, notamment donc, sur les périodes du Moyen-Âge que nous avons relativement bien investis maintenant en France, pour le moins. Donc voilà, de grands potentiels par rapport à des questions sur l'apparition, vous voyez, des églises chrétiennes ou des constructions d'églises à l'époque carolingienne, construction de fortifications à la fin de l'Antiquité. Là, on est en train d'ouvrir un nouveau champ finalement d'application. Charge à nous de garder Petra Urbanova, notre doctorante aujourd'hui en postdoc en Italie, qui a maintenu cette spécificité bordelaise qui avait été initiée par Pierre Guibert, l'ancien directeur de l'IRAMAD, et qui aujourd'hui est en retraite et donc qui espère pouvoir passer tout son savoir et qu'il a déjà fait à Madame Urbanova. Voilà quelques-unes de leurs publications. Alors, pour nous, des publications, certes, autant dans le monde de l'archéologie que dans celui de la méthodologie. On sent bien que l'un ne va pas sans l'autre, l'un alimentant l'autre en général. Bon, je passe rapidement. Alors, j'ai dit un mot sur les faisceaux laser tout à l'heure. Il y a quelque chose qui devient très très important dans le monde de la spectrométrie de masse. Spectrométrie de masse, qu'est-ce qu'on entend? On entend des mesures sur un spectre pour peser, parce que masse, c'est un poids. Enfin, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a un peu la gravité dans l'histoire, mais quand même. Donc finalement, ces spectromètres de masse, ils sont devenus de plus en plus à la mode. Alors, voilà un de nos anciens étudiants qui, après une thèse en Australie, a été recruté, qui nous avait fait une petite animation pour dire que on va aller vite parce qu'on va pas avoir assez de temps pour définir un peu tout. Qui dit quoi? Qu'on passe la matière dans une forme de plasma, c'est-à-dire une substance à très haute température, un changement d'état, et ensuite on va séparer les atomes selon leur poids, pour les faire tomber dans des cases, et on est capable de les compter. Là je le dis de manière très 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 vulgarisante, mais bon. Alors ce qui est important aussi de voir, c'est que vous avez des équipements de laboratoire, quelque chose d'assez conséquent. C'est un équipement qui existe par exemple à Orléans, à l'IRAMAD d'Orléans, au centre Ernest Bablon, que peut-être avez eu l'occasion d'utiliser, qui est largement développé pour étudier les métaux anciens, les monnaies ou les verres. Et nous songeons, côté Bordeaux, peut-être aussi avoir un équipement de cette nature. Alors l'avantage, c'est que quand on l'utilise avec un faisceau laser, on peut avoir la finesse de la zone d'irradiation. Et donc multiplier les zones et puis aller voir des objets aussi petits que l'on souhaite.
Bon, vous voyez, ça fait des tailles de spots qui sont entre 3 et une centaine de microns, voilà quelques exemples. Et puis pratiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder presque tout le tableau de Mendeleïev. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce que on peut s'intéresser à des objets, Renaud travaille beaucoup sur des dents, mais plutôt d'animaux, mais sur de la poterie aussi. Nous avons eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de travailler avec nos amis de l'Université du Pays Basque espagnol, et une des thèses soutenues en juin dernier, Stefania Calparsoro, qui a travaillé sur l'approche croisée des études qui sont à la fois par analyse par activation neutronique, par diffraction de rayons X, et puis par ICP-MS. Et elle a montré qu'en ICP-MS, elle arrivait à faire les mêmes discriminations que ce qui était fait par les analyses par activation neutronique, le grand prêtre étant M. Glasgow, qui est aux États-Unis, et qui continue encore un peu. Et donc elle a réussi à réaliser des dendrogrammes, donc des classifications. Et regardez, ce qui est important de voir sur cette diapo, c'est pas tant le dendrogramme, on n'est pas là pour refaire la thèse, mais regardez, on a ici la détection d'aluminium, de zirconium, de néodyme, césium, barium, lantane, cérium, praséodyme, néodyme, etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir un nombre tellement important d'éléments que les classifications ensuite, par des traitements statistiques appropriés, permettent de faire de grandes et belles choses. Alors tout à l'heure, Annelise Michel nous a aussi dit qu'on avait une nouvelle approche des marbres. On va faire un petit saut vers le carbonate de calcium de type marbre, qui a été un sujet d'étude en Grèce notamment, et qui l'est toujours, de fait. Une grande carrière que vous connaissez tous, certainement mieux que moi d'ailleurs. Alors depuis quelques années, une de nos collègues à Barcelone, Anna Gutiérrez, qui est la première auteure de cet article, a eu l'idée aussi de regarder la provenance des marbres dans les pays ibériques, Portugal, Espagne, et plus spécifiquement, on a un focus sur la Galice, le nord-ouest de l'Espagne, et elle se posait la question, entre autres, parce qu'il y a eu beaucoup d'approches beaucoup plus archéologiques, mais elle se posait aussi la question de savoir s'il y avait eu des marbres d'importation ou s'il n'y avait que des productions locales. Alors bien sûr c'est un travail de terrain, et là il faut être à la fois un peu géologue et archéologue, mais ça, en général on sait que quand on est un peu archéologue on fait un peu de tout, mais on a aussi une approche de physicien et de chimiste. Et là, c'est là qu'intervient la spécialiste de la résonance magnétique nucléaire, Madame Pianet, récemment arrivée dans notre laboratoire, qui elle nous dit, mais plutôt que d'aller chercher les matières organiques éventuellement présentes, carbonées, ou bien des minéraux inclus, on sait qu'il y a beaucoup de petits minéraux, de petites inclusions minérales dans le marbre, issus de ce métamorphisme, lointain, durable, enfin haute pression, haute température, elle s'est intéressée à un élément majeur de CaCO3, c'est-à-dire le carbone 13. Et là, pardon, je me trompe, le calcium. Non, le carbone. Pardon, autant pour moi. Carbone 13. Alors, carbone 14, ça nous parle, puisque ça permet de faire des datations. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup. L'isotope stable, on sait que c'est le carbone 12, mais le carbone 13 aussi peut être intéressant. Et elle a réussi à montrer quoi? Eh bien qu'il y avait une résonance magnétique nucléaire, donc le nucléus de ce carbone 13, qui permettait de spécifier les carrières géologiques et aussi de montrer des différences des objets archéologiques quand on a pu y avoir accès. Alors ça a été absolument extraordinaire, puisque c'est la première fois que cette expérimentation a été utilisée pour ce type de matériaux. Alors, faites-nous confiance, on va dire que là, ce que vous ne voyez pas trop, hein, la largeur des raies et leur hauteur, qui sont spécifiques, très reproductibles, montrent que cela distingue bien. On le voit ici avec des échantillons archéologiques où elle est capable de retrouver, en fonction donc, de la résonance sur le carbone 13 nucléaire, eh bien, à la fois les échantillons archéologiques et de les rapprocher des marbres. Alors, il y en a quelques-uns qui viennent de Turquie, d'autres du Pentélique, d'autres de Sabéa, c'est dans les Pyrénées en France, Oincio, c'est dans le nord-ouest de l'Espagne, Carrare en Italie, et donc elle était capable de les retrouver, et je vous renvoie à la publication. Mais jusqu'à présent, on a parlé de méthodes, vous avez entendu, un peu invasives quand même, parce que là, par exemple, la résonance magnétique nucléaire, il faut avoir un prélèvement rendu à l'état de poudre, que l'on va nettoyer chimiquement, etc., etc. Là, je vais vous montrer une autre application absolument non invasive. Il s'agit d'imagerie hyperspectrale. Alors ça, c'est un travail que nous avons mené avec une de nos doctorantes qui est soutenue en novembre dernier, et Aurélie Mounier et Floréal Daniel, qui sont les deux ingénieurs de l'équipe qui se sont spécialisés sur ces mesures de couleur
pigments et colorants. Donc on est absolument non invasif avec cet outillage-là. De quoi s'agit-il? Non invasif, vous voyez quelques exemples des estampes japonaises conservées dans un musée en Espagne qui ont fait l'objet d'une étude. Préalablement, on s'était nous-mêmes doté de quelques exemplaires d'estampes qu'on a achetées sur le web, tout simplement, pour pouvoir faire nos tests, etc. Et ensuite, nous avons pu les appliquer, les utiliser, pardon, sur ces estampes japonaises, donc du musée de Saragosse. Donc absolument non invasif. Il s'agit de réflectance de la lumière ou d'absorption. Bon, le physicien aime bien les deux aspects, absorption ou réflectance. Et ça nous permet d'avoir des spectres, vous savez, des distributions en énergie. Et les physiciens adorent ça parce que ces mesures en énergie sont toujours uniques. Elles sont toujours des signatures. De quoi? Eh bien, d'un pigment, d'un mélange, parfois associant de l'inorganique à de l'organique. Et là, on rentre dans un domaine où il y a beaucoup à explorer. Et on rentre dans un domaine où il faut construire des bases de données. Et si on dispose de ces bases de données, eh bien, on pourra répondre de manière absolument non invasive à ces questionnements. Alors voici quelques exemples. Alors il faut avoir des caméras dites multispectrales ou hyperspectrales qui permettent de se promener du visible jusqu'à l'infrarouge ou du proche infrarouge jusqu'au moyen infrarouge. Et on a aussi une version mobile qui permet également d'investir le visible et le proche infrarouge. Donc ça permet de produire ce type de spectre ici, avec des systèmes que l'on peut amener soit dans un musée dans des réserves ou bien devant une paroi avec un support de polychromie. En parallèle de cet équipement, nous avons développé, grâce à Mme Mounier et M. Daniel, un équipement qui a été breveté dans le laboratoire de ce type, qui est un système qui permet de récupérer cette fois ce qu'on appelle la fluorescence, c'est-à-dire là une émission qui appartient à la matière, que l'on va provoquer en irradiant avec des ultraviolets ou de la lumière visible. Donc encore une autre donnée absolument non invasive et sur laquelle on va pouvoir récupérer une information qui va nous permettre d'identifier des colorants, du minium, du cinabre, de l'ocre, du bois de Brésil, de la cochenille, etc. Enfin, tout ce que l'on connaît dans la polychromie, avec toute sa complexité, surtout lorsqu'elle est mélangée. Quand elle mélange, des composés. Avec des références spectrales, telles que vous les voyez ici. Bon, je passe aussi rapidement. Et avec aussi un souci, vous savez que c'est un des rêves physiciens, se dit toujours on peut arriver avec une seule méthode à répondre à toutes les questions. C'est évidemment largement impossible, sinon Amélie ne pourrait pas inviter plusieurs conférenciers, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Donc nous on milite pour en développer encore plus, et il y a cette notion, c'est vrai, de complémentarité. Donc une fois, avec de l'hyperspectral et avec de la fluorimétrie, on arrive complètement à lever des doutes sur des attributions. Je laisserai bien entendu ces supports, mais vous verrez, par exemple, ici sur cette enluminure du XVIe siècle, eh bien, la distinction parmi les rouges en particulier qui va permettre d'identifier le bois du Brésil, la cochenille, le réalgar ou l'ocre rouge. Alors on développe cette méthodologie pour des applications un peu nouvelles, et à ce jour, à ma connaissance, il y a très très peu d'équipes qui vont sur ce secteur. En particulier une équipe en Grèce d'ailleurs, j'aimerais bien rencontrer un jour, mais qui développe donc des technologies de type hyperspectral sur de la céramique. Alors là, on a un exemple d'une étude réalisée par Émile Beauvois, qui est en cours de thèse actuellement, et qui travaille sur ces céramiques dites faïences d'une manufacture sise à Bordeaux il n'y a pas si longtemps, un siècle et demi. Je vais vous montrer, alors voilà un équipement ultra portable, vous voyez, c'est à peu près la taille d'un gros appareil photographique, donc facile à transporter dans son sac à bagages, dans son bagage. Juste un exemple pour vous permettre de voir ici une vision, on va dire en rouge, vert, bleu, ici, et puis une image en infrarouge, fausse couleur, et qui va nous permettre de distinguer des zones, si on est très attentif, qu'on ne voit pas dans l'image de gauche. Et en réalisant un spectre, parce que cette image hyperspectrale, c'est en fait chaque point d'analyse, les 17 micromètres par 17 micromètres que je peux obtenir avec cet équipement mobile, me permet de récupérer, un spectre, je reviens en arrière, oui ça marche très bien, me permet de récupérer un spectre sur des zones très restreintes, vous le voyez,
et qui vont identifier 3 bandes d'émission que l'on attribue au cobalt 2+, parce que la littérature ici nous permet de l'identifier facilement, ou alors cette large émission qui est due au cuivre. Pas une grande surprise, mais simplement on ne les avait pas repérés, et on est en train de montrer que c'est tout à fait réalisable sur de la faïence décorée. Alors je vous disais aussi que les grandes énergies, là je suis peut-être en train de dépasser largement mon temps, mais comme là, il n'y a pas d'application nouvelle. Ce qui est nouveau en ce moment, dans les rayonnements synchrotrons, donc ces énergies de très haute puissance, qui sont soit à Grenoble ou à Soleil, par exemple, il y en a d'autres, en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout, en Espagne aussi, en Italie, c'est de pouvoir travailler sur des zones extrêmement fines et puis en provoquant des émissions tellement importantes qu'il est très facile d'obtenir des spectres. Et donc on arrive sur des toutes petites zones à lire plein de choses. Ça peut être des grains aussi petits que ce qui est contenu ici dans ces phares égyptiens. Et où l'avantage de ces faisceaux d'ions que l'on trouve à Aglaé au Louvre, où l'avantage qui est présenté, c'est que l'équipement, il est quasiment à disposition des conservateurs qui, eux, amènent l'objet devant. Donc là, on a des grands équipements qui peuvent faire plein de choses et qui ouvrent en ce moment des lignes supplémentaires pour les matériaux du patrimoine culturel. À Soleil, il y a une ligne qui s'appelle Puma, et puis il y en a d'autres en Italie, en Espagne également. Alors, je vous disais l'IPS tout à l'heure. Donc je reviens sur des choses qui, moi, me concernent un peu plus parce que j'ai envie de travailler plus avec des équipements portables peu invasifs pour pouvoir les amener en fonction et répondre à pas mal de questions. Donc on a dit que là, le principe, c'est un petit laser qui va ablater un peu de matière. Il va la passer dans un état vapeur. Un plasma est créé à très haute température, on est au-delà de 3000 degrés. Et à l'intérieur se produit un phénomène de luminescence, et c'est cette luminescence-là que l'on peut mesurer. Alors ça donne encore des énergies, et les physiciens adorent ça, et on est capable d'identifier quoi? Bien des atomes et ou des molécules. On a aussi des groupements moléculaires, ce que ne permettaient pas les autres méthodes. Donc nous, on s'en est servi, par exemple, pour regarder des dents d'une collection dite petite souris, en espérant aller regarder celle des Néandertaliens un jour, non, mais on y va petitement, pour voir quel était le lien dans des phénomènes de stress, et en particulier le stress dit de la naissance, le stress néonatal. Eh bien, il est mesuré effectivement lorsqu'on regarde, là vous avez des cartographies dites obtenues en mode LIPS, où l'on met en évidence des atomes, ici le strontium, ici le calcium, et le rapport des deux va nous montrer très clairement, avec ces contrastes colorés, le stress néonatal, donc qui manifestement laisse une trace dans ces dents, mais d'autres phénomènes, comme par exemple, vous voyez, le breastfeeding ici, ou bien dès qu'on arrive à changer le mode d'alimentation, eh bien on va laisser une trace différente. Donc manifestement, tout ceci évidemment a du sens, et c'est réalisé avec des collègues en anthropologie biologique du laboratoire PASEA, qui eux se sont aussi augmentés d'une base de données qui permet de suivre, d'avoir toutes les informations des nouveau-nés pour essayer de faire un lien avec ces traces chimiques. Je passe rapidement, ce sont un peu les mêmes choses. Bon, la LIPS, voilà. Nous on l'a utilisé donc, dans notre petite grotte laboratoire que j'évoquais tout à l'heure pour aller rechercher quelques éléments qu'on aurait pu ne pas retrouver par des observations classiques. Bon, je vais un petit peu plus rapidement là aussi. Juste un autre travail qui montre toujours avec ces phénomènes de LIPS, c'est les petites concrétions dont je parlais. Certaines sont d'origine organique, maintenant on le sait, dues à des bactéries. Et il y a une thèse en cours pour essayer d'identifier les fameuses bactéries. Ce ne sont pas toutes des actinobactéries, aujourd'hui il y en a beaucoup, différentes en tout cas. Mais vous avez aussi ces concrétionnements dits coralloïdes, en forme de corail, comme vous le voyez, qui sont d'origine minérale, phénomène de diagenèse classique, et dont on a pu suivre l'évolution, toujours grâce aux cartographies LIPS, avec la présence du magnésium ici, du silicium ici et du strontium. Donc là aussi des analyses qui sont de l'ordre du micron, sur des coupes d'objets. Alors, une petite image sur les ondes terahertz. Alors, les ondes terahertz, ceux qui s'en occupent beaucoup sont ceux qui travaillent dans les secteurs de la sécurité. Les ondes terahertz, vous voyez, c'est la région qui se trouve, là on est dans le visible, hein, les UV, les infrarouges, c'est un petit peu plus loin, c'est avant les micro-ondes. Et c'est absolument non ionisant, donc c'est relativement protégé pour les opérateurs et les usages. Mais c'est surtout le monde de la radioprotection qui est utilisé. En fait, on voit un petit peu à travers tout. Et bientôt, je vous dis, on va regarder ça, on va s'en servir dans les aéroports. Nous, on l'a regardé à travers des poteries, ça permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement, sans toucher. Enfin, on a fait quelques comparaisons
avec des images en tomographie de rayon X, et on se rend compte que c'est souvent là aussi complémentaire. Ici on a une poterie dite Mochika de la civilisation que j'évoquais tout à l'heure. Quelques éléments de microtomographie, mais là c'est pas tout à fait nouveau, maintenant on en sort de plus en plus, qui s'intéressent, si on ne détruit absolument rien, et on voit des éléments de porosité ou de mode de fabrication. On voit très bien des montages de colombes, par exemple, parce qu'on a des porosités qui... Décidément, le micro est très près de moi. Voilà, bon, je passe rapidement parce qu'on a terminé cette première partie. Je voudrais absolument monter une deuxième, si vous m'y autorisez. On ferme à quelle heure? Alors assez rapidement, d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors on va aller au cœur du système. Je crois que la partie concernant l'équipe d'Archéovision, donc qui s'intéresse aux données numériques, si le PowerPoint veut bien s'ouvrir. Voilà. Une partie pour laquelle on va pas faire de grandes innovations pour ce qui nous concerne, c'est la partie acquisition des données avec des outils qui sont des lasers ou des appareils photographiques. On parle de lasergrammétrie ou de photogrammétrie, mais là c'est pas spécialement innovant, donc on va se dépêcher. Mais ce que je voudrais plutôt vous indiquer, c'est l'usage des systèmes d'information référencés dans l'espace. Et ça, je crois que c'est une préoccupation qui devrait animer la plupart d'entre vous dans vos futurs projets. Bon, l'enregistrement de l'existant, ça se fait à l'aide de laser, à l'aide d'appareils photographiques. Notez que les lasers ne sont pas tous pareils. Les lasers, vous en avez aujourd'hui pléthore. Ce sont des longues portées, des courtes portées. Il faut vraiment, avant d'acquérir un laser, se poser la question de ce qu'on veut en faire, je pense. Pardon de dire des évidences, mais ici, nous, on utilise un laser avec un bras déporté, y compris. Bon, c'est très bien pour le monumental, mais c'est très bien aussi pour des petites zones. Et la photogrammétrie, c'est un peu la même question. On peut être un très bon photographe et un très mauvais photogrammètre, si je peux me permettre. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il faut vraiment aller dans le très haut de gamme si on veut avoir une superbe résolution qui un jour peut vous être utile si vous avez besoin de poser des images au millimètre, au dixième de millimètre éventuellement. Tout n'a pas besoin d'être photographié à haute résolution, mais si vous ne le faites pas, peut-être que plus tard, sur certaines zones, vous pourrez vous dire que vous l'aurez regretté. Alors nous, on travaille classiquement avec des drones et des outils comme cela. Là, ce sont des photos qui ont été réalisées sur le site des églises de Lalibela en Éthiopie. Je vous montrerai peut-être quelques exemples. Ça peut se réaliser, bien sûr, en milieu sous-marin. Alors, une des techniques qui apparaît en ce moment, et là, on va à l'opposé, quand on a moins besoin d'une super résolution, c'est la technique du SLAM, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'avoir tout de suite la restitution 3D, mais en très faible résolution, à condition que vous ayez l'ordinateur qui puisse le supporter. Et donc, ça vous permet d'avoir une reconstruction immédiate, telle que la petite animation qui est en train de défiler. Alors évidemment, on peut travailler sur tout un tas d'objets, du petit, du moyen, du grand. Ça n'offre pas de difficulté. Donc je passe aussi rapidement là-dessus. Je crois que les vraies questions qu'on doit se poser quand on travaille avec le numérique et dans la 3D, c'est la question de travailler en équipe multidiscipline. On insiste beaucoup là-dessus. Dans les programmes sur lesquels moi j'ai simplement l'occasion de travailler, je parlais des grottes de la préhistoire tout à l'heure, vous avez vu que c'est déjà un panel assez important, mais dans d'autres secteurs, il en va de même, que ce soit avec les architectes, les historiens, les ingénieurs, les graphistes. Si vous récupérez de la donnée, tout peut être intéressant, tout peut être posé sur des modèles 3D. Ça va du texte ancien, ça va d'une restitution mal faite que l'on peut reprendre, ça va de photographies anciennes, argentiques éventuellement, qui ont pu même montrer des états de conservation, voire de restauration. Tout peut avoir du sens, et c'est ce que nous essayons de poser dans des bases de données. Celle que nous utilisons se nomme ArcheoGrid. Et avec ce projet-là, nous sommes dans un univers où on passe vraiment d'un modèle V0 avec un premier modèle 3D qui ensuite fait l'objet de discussions avec des experts qui vont construire un premier modèle
V1 qui va être rediscuté pour de nouveau donner des hypothèses, pour de nouveau entraîner des modifications et qui, in fine, va nous donner quoi? Un modèle V2 à un instant T. Et on ne prétend pas que ce soit le final. On prétend que c'est le modèle accepté par la communauté de ceux qui ont pu travailler sur un sujet. Alors, quelques exemples sur ces églises donc, souterraines, oui, qui ont été creusées dans la roche en Éthiopie. Voilà quelques restitutions qui ont été réalisées récemment d'une de ces églises avec un modèle 3D après acquisition. Et là, on peut s'y méprendre. Mais là, c'est une restitution très rapide qui a été faite plutôt pour des besoins de communication, de valorisation. Hein, il n'y a pas le degré attendu que l'on peut avoir pour y faire de la recherche, parce que là, il y a tout simplement une vidéo qui a été réalisée par CNRS Images il n'y a pas très longtemps, donc on a réalisé cette restite. En réalité, on va beaucoup plus loin, et c'est ça que je voudrais vous montrer. C'est-à-dire que là, vous avez une image, c'est qu'une image, bien sûr, hein, c'est du 2D, d'une lasergrammétrie. Mais avec les millions de points qui sont répartis ici, je vous mets au défi, quand vous allez faire tourner votre modèle, d'aller bien les positionner. Et de les raccrocher surtout à un modèle qui va être positionné sur un SIG, par exemple, ou nous, ce qu'on commence à définir comme un SIG 3D dans l'espace. Alors nous allons évidemment le caler avec de la photogrammétrie. Ici, on a une vue avec un drone. Regardez, là, on a en fait les restes d'une église qui a pu être étendue un peu plus loin. Vous voyez cette rangée de poteaux ici, que l'on devine, parce que je vous la montre là, sur la lasergrammétrie, avec ici des murs qui ont été fermés, comblés, etc. Ça, c'est le toit de protection qui a été installé par une équipe allemande il y a 12 ans. Donc on va pouvoir extraire quoi? À partir des coupes numériques, on peut très bien reconstituer des plans, c'est de l'ortho-image, mais avec toutes les données du dessinateur. Là, nous avons en l'occurrence une dessinatrice, Caroline Ternier, qui a fait tout ce travail à partir des coupes numériques et qui en plus va rapporter tous les éléments possibles et imaginables qui intéressent l'archi. Vous le voyez, elle va faire apparaître, en dehors des piliers que l'on voit très très bien ici, on retrouve là des trous de poteaux qui montraient que l'église avait un autre emplacement, des murs qui ont été fermés, ici un accès pour les hommes sur la partie de gauche, pour les femmes sur la partie de droite. Ça, c'est pas accessible parce que ça a été recouvert de tapis, donc on n'a pas de données numériques, on ne peut pas les donner, etc. Donc elle va faire apparaître ici un plan finalisé avec des calques qui vont lui permettre de faire une sélection au choix, bien entendu. Je vous les clean, mais ça peut être vrai pour des sections, bien sûr, de la même manière, aussi documenté par le travail qu'elle a réalisé sur place. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et si je reviens, et j'en terminerai sûrement avec ça, parce que c'est peut-être l'un des points d'actualité qui nous concerne, mais que vous pouvez déplacer sur tout autre support. Donc dans cette grande problématique de ces phénomènes de concrétionnement dans les grottes de la préhistoire, hein, par ces altérations que l'on voit ici blanchâtres, vous voyez là les concrétionnements dont je vous montrais les cartographies ellipses tout à l'heure, ici la zone blanche que l'on voyait à l'étude de notre doctorante Elena Bassel, eh bien, on a réalisé donc un SIG en 3D dédié à cet objet d'étude qui va permettre d'exploiter des données complètement hétérogènes. Alors c'est tout un groupe, encore une fois, allant de la préhistoire à la géoarchéologie, à la chimie, à la minéralogie, etc. On avait pris un modèle à partir d'un élément de la grotte de Cussac, où se trouve pas mal de gravures, comme vous le savez, datées autour de 25 000 ans. Et nous avons réalisé dans notre grotte ornée, notre grotte qui s'appelle Ley, ici, sur ce modèle-là, un système 3D que nous avons. Alors bon, la localisation, je vous fais grâce de la vallée de la Vézère, et de l'entrée et du système instrumenté. Vous voyez ici là, ces cannes qui retiennent des capteurs. On en voit quelques-uns qui sont un peu proches du mur, qui mesurent les températures. Donc nous avons aussi les prélèvements. On voit ici les deux grandes catégories d'altérations que nous avons repérées. L'avantage, c'est que ce foisonnement de données nous a amené à considérer le modèle 3D sur un espace réduit comme un support commun à tous les scientifiques qui interviennent. C'est-à-dire qu'on est complètement sûr que ce système est géoréférencé et que grâce à cela, on va pouvoir chacun retrouver toutes nos données. Et ça, c'est absolument essentiel. Des données qui, évidemment, ne se ressemblent pas. Hein. Quand je fais des analyses avec un LIPS ou avec un portable XRF, ça n'a rien à voir avec une mesure de température à l'intérieur de la grotte ou à l'extérieur, ni même de la mesure de la vitesse de l'air à l'intérieur. Donc on va essayer
d'implémenter notre base de données. Alors je vais le faire rapidement parce que là, on ne va pas passer du temps à revoir comment ils ont créé la base de données. On a travaillé avec des systèmes libres et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas ce qui était idéal. Donc on a créé des points, des attributs. Pour chaque point, tout est défini. L'avantage, c'est qu'on se retrouve avec une paroi, si je prends que cet exemple-là, avec un modèle 3D, des données à intégrer et des requêtes à formuler. Et à partir de là, vous allez pouvoir, alors il y a une petite animation, là c'était l'introduction des données, qui va nous montrer, voilà tous ces petits drapeaux qui nous montrent tous les points qui sont documentés, avec ceux qui pourraient l'être encore, et encore, à chaque fois que tous les 2 mois, nous allons y faire des missions. L'avantage ensuite, c'est que vous faites des requêtes, et que vous pouvez retrouver ce qui a été obtenu en microscopie optique, en spectrométrie Raman, en portable XRF, en portable LIPS, ou la mini-caméra hyperspectrale, y compris par année. Et c'est là tout l'intérêt aussi, c'est que là vous allez avoir des requêtes qui vont se faire. Vous voyez, on a ici dans la base de données, chaque ligne a été identifiée avec des mesures différentes, et chaque point qui est documenté va apparaître. Donc, in fine, vous commencez à comprendre que ce sont tout un tas de couches qui commencent à se superposer. Et ce qui nous semble indispensable aussi, c'est de pouvoir les rentrer dans un seul élément. Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte que MeshLab, avec lequel on travaillait, n'est pas suffisamment performant, donc on avait passé sur un autre système qui est Unity. Et l'idée, in fine, c'est de pouvoir travailler avec un casque immersif pour pouvoir récupérer toutes les données dans ce micro-ordinateur, qui me permet, moi, d'essayer de choisir les éléments qui m'intéressent. Par exemple, j'ai vu le calcium, j'ai vu le strontium, bien, je veux idéalement pouvoir faire sortir les points et, dans le casque, sans nécessairement aller sur le site, travailler avec mes collègues préhistoriens, géoarchéologues. Voilà un peu l'idée, et qui nécessite beaucoup de travail d'informaticien en réalité. Et donc demain, nous sommes ravis de savoir que ce modèle que nous expérimentons, alors pour tout un tas de choses, ici c'est une maison à Herculanum qui a été numérisée et dont on avait fait des identifications des matériaux par les méthodes physiques que j'ai évoquées, donc toujours avec ce casque immersif. Et demain, nous présenterons des résultats obtenus dans la grotte de Lascaux au conseil scientifique. Voilà. Alors en termes de... Bon, on a dit ArcheoGrid, on en a parlé de la base de données. Tout ceci a besoin de supports. Et les supports, ils sont réalisés parce qu'il faut des serveurs derrière qui puissent accumuler, garder ces données et surtout les faire travailler ensemble. Et ça aussi, ça ne s'invente pas, et ça nécessite un travail d'ingénierie de haute tenue. Alors nous travaillons en lien avec le consortium 3D, qui a eu un premier programme entre 2014 et 2018 pour, vous voyez, harmoniser, fédérer les pratiques scientifiques, tous les usages de la 3D, on sait qu'ils sont divers, variés, vous avez tous vu des jeux vidéo, des choses comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à d'autres étapes. Et surtout, et aussi, parler le même langage. C'est la raison pour laquelle, avec une douzaine d'autres laboratoires, le programme a été reconduit. Aujourd'hui, il touche des infrastructures européennes comme Ariane ou Dariae, et y compris le CINES, et on va en parler juste après. Donc, avant, pour dire qu'il est essentiel, grâce au travail de Mehdi Chayani, un des ingénieurs chez nous, de pouvoir avoir un langage commun. C'est un livre blanc qui est sorti des réunions de ce consortium, un livre blanc qui est accessible dans HAL et qui sera bientôt produit en langue anglaise. Voilà, la question de la valorisation, elle se pose. Soit on veut faire du grand public, et c'est très bien, on peut avoir des modèles 3D qui sont visibles, et c'est joli, je peux dire ça comme ça. On peut les montrer à un public. Nous, on a un amphithéâtre dédié à la présentation en 3D, donc c'est très agréable, je vous dire. Mais en même temps, on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire ne pas faire que de la grande présentation, du grand public, de la vulgarisation, c'est-à-dire avoir justement, en fonction du choix qui est fait par les chercheurs, des zones plus spécifiques, avec des très hautes résolutions, ou de la photogrammétrie, ou de la lasergrammétrie, selon l'objet. Un matériau transparent, par exemple, il réagira pas forcément très bien en photo, parce que justement il est un peu transparent, alors que le laser peut-être sera moins pénétrant et renverra une meilleure image, un meilleur nombre de points. Et inversement sur des zones corrodées. Donc à chaque fois, chaque étude sera spécifique. Et nous, on ne privilégie rien concrètement, il faut avoir une réflexion préalable avec le souci du chercheur. Donc tout ça pour dire que, si je reviens sur le site de la Libella, vous avez compris qu'on peut faire des plans, des coupes, etc. Ah pardon, je voulais vous montrer autre chose. La Fribouchelle. Ah oui, oui, parce que
on fait des vidéos et on fait des choses comme ça. Alors, je ne savais pas que le son passait aussi vite. Tout ça, je vous montrerai autre chose juste après si j'ai le temps, mais c'est pas sûr. En tout cas, pour vous dire qu'un autre objet d'étude, c'est la réalité virtuelle mixte et augmentée. C'est-à-dire qu'à partir d'un buste blanc, eh bien, vous allez apporter une information qui va se poser dans vos lunettes. Alors ici, nous, on est en lien avec une société qui s'appelle HoloLens, qui produit ce type de lunettes, vous les voyez plus ou moins sur l'image de fond, et dans laquelle vous allez avoir des données que vous pourrez faire apparaître à souhait. Alors, c'est pas que pour faire joli, hein, on est bien d'accord, c'est aussi parce que ça va me permettre de réfléchir et de faire le lien entre l'analyse des matériaux, par exemple, qui m'ont permis de dire, là, il y a du bleu, du jaune, du orangé, etc. Donc, de la polychromie, et que je vais pouvoir restituer en lien avec ce que j'ai comme autre type d'information. Donc là, vous avez vu sur le buste d'Akhenaton. Alors vous avez aussi des casques dits Vive un peu plus simplifiés pour le plus grand public. Que ton apparition est belle, à ton vivant, Seigneur de l'éternité. Bon, on passe le Seigneur de l'éternité. Je termine avec... voilà, prenez en compte aussi une chose, c'est que c'est les huge volumes of data, parce que oui, effectivement, quand vous faites de la laser ou photogrammétrie, eh bien, vous enregistrez énormément de données. Quand on va dans notre petite grotte de la Dordogne, maintenant, on a un nombre de données assez faramineux et qu'il faut poser ça sur des serveurs qui peuvent montrer des choses. Donc la difficulté, c'est de passer à ça. C'est-à-dire avoir un outil, c'est ce que nous demandent la plupart des partenaires, et ils ont raison, de pouvoir travailler pas que sur les grands serveurs du Manum, bien entendu, mais aussi pouvoir travailler là-dessus. Et pour cela, on a opté pour une philosophie qui est de segmenter des grands espaces pour pouvoir avoir des zones exploitables pour chacun d'entre vous. Et c'est ça qui devient le plus important. Donc vous avez bien compris tout le cycle des données, du consortium à la coordination d'Archéovision qui est supportée par les serveurs du Manum, tout ça dans le livre blanc. Bon, avec tout un process d'un graphe qui permet de passer des données brutes aux données qualifiées et à terme à proposer. Alors c'est là où, eh bien, c'est là où je dois avoir le viewer. Mais si le viewer il n'est pas là, voilà, puisqu'il n'est pas sur mon ordinateur, je ne peux que vous le montrer. Donc pour ceux qui le souhaitent, si vous en êtes d'accord, je vais arrêter là et je vais vous le montrer sur mon ordi. Non, j'ai pas réussi à le passer. Mais c'est un ordinateur tout à fait normal, comme le vôtre, et donc je voudrais vous montrer, si vous le souhaitez, avec un viewer 3D, une de nos réalisations donc dans la base ArchéoGrid, comme vous le voyez, de la cathédrale Saint-Maurice d'Angers, qui a fait l'objet d'une réalisation 3D. Et j'ai pas réussi donc à le passer sur votre ordinateur. Si j'avais pas assez de place. Voilà. Alors, la dernière partie, elle est presque aussi importante, c'est l'intégration dans ce que l'on appelle le CINES, le centre. Je ne l'ai pas montré en amont. C'est l'archivage à long terme. Pardon, j'ai été rapide là-dessus. Voilà, ici, c'est le Centre informatique national de l'enseignement supérieur qui permet d'archiver les données 3D, mais pas que. Mais nous nous occupons de la partie 3D. Donc nous avons construit, avec le logiciel Altag, tout un protocole qui permet de remplir les bonnes cases pour pouvoir arriver à un archivage le plus cohérent possible. C'est extrêmement important parce que c'est grâce à cela que vous pourrez transférer vos données aux générations futures. Voilà, je crois que là j'ai été un petit peu trop lent et je vais devoir arrêter la séance. Mais encore une fois, ceux qui le souhaitent, je peux vous montrer le viewer 3D qui, à mon avis, va vous prouver qu'on peut, avec un ordinateur de base, y compris voir des choses en très haute résolution, ce qui est relativement rare. Voilà. Alors en revanche, je sais pas, oui, vous n'allez pas l'avoir à l'écran, non parce que... Ah oui, on va essayer peut-être avec... alors sur le site web, sur la version online, on va voir si on peut le retrouver. Tu l'as fermé ou... Oui, peut-être qu'il est toujours à l'écran. Ouais. Ah si, on l'avait ouvert tout à l'heure, autant pour moi. Alors regardez, ici on est sur un archivage, regardez, de ce portail. Vous l'avez? Vous l'avez pas? Zut. Ah. Alors pour... Quoi? On va peut-être fermer. Oui, ferme le PowerPoint. Voilà. Et voilà. On l'a, super. Alors voilà, là, je vais juste donner un peu plus de... Voilà, on est sur une version Equality. Voilà, donc on est dans une des... Non, on va le mettre à l'endroit.
Voilà. Donc vous voyez, bon là je peux avoir un zoom, très bien. Et ce portail, bon là on n'a pas une super résolution, on voit pas grand chose en clair. Ouais, je voudrais pouvoir le segmenter, j'ai pas l'impression que j'ai accès aux mêmes outils. Et pourquoi ? Vous pourrez essayer chez vous, si vous allez sur ArcheoGrid, Voilà. vous avez tous ces modèles sur les dispositifs. Ah, voilà. Alors, ce qui apparaît pas, bon, je ne sais pas pourquoi, c'est qu'il faudrait que je puisse sélectionner donc des segments. Le segment, c'est par exemple, là, ici, cette forme alambiquée autour du lion. Et je peux ne prendre que lui, et à ce moment-là, je vais avoir en haute résolution que ce segment-là. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir travailler. Et là, j'arrive pas à l'avoir, et je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est déjà ça. Bon, il y a un petit parti segment qui ne s'affiche pas. Je ne sais pas si c'est à cause de moi ou de l'ordinateur, je ne sais pas. Ça dépend complètement aussi des capacités quand même un peu de votre ordinateur. Hein. Avec le mien, je sais que ça marche, mais celui-là, je ne sais pas. Bien sûr. Bon voilà, je vous laisse le consulter à souhait quand vous le souhaiterez. Quand vous le voudrez. Merci. Merci.